2024. Vous êtes sur Paix et Guerre, 20e édition. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai intitulé ma présentation de ce soir « L'OTAN joue à la roulette russe ». On pourrait le mettre à l'interrogative. Si on considère qu'on peut encore se poser la question, de mon point de vue, je trouve que nous jouons à la roulette russe, clairement. Alors, avant de commencer à traiter les quelques points que j'ai sélectionnés cette semaine, pour vous, je veux revenir sur 3 petits sujets pratiques. D'abord, le premier, je voulais vous remercier de vos réponses assez nombreuses et très sympathiques à mon appel de la semaine dernière pour venir m'aider, aider aussi Yvain qui est là, qui m'aide pour l'instant précieusement. Je suis en train d'étudier un peu les candidatures, si j'ose dire, et enfin les propositions de services, d'aide, de soutien, bénévoles, pas bénévoles, enfin bon. Et je vais prendre contact avec certains d'entre eux, c'est en cours. Nous allons trouver donc quelqu'un qui va pouvoir m'aider non seulement à faire connaître la chaîne, ce qui est déjà un vrai sujet, mais aussi à pouvoir vous proposer d'autres contenus, et notamment à partir de la rentrée, à partir de mi-septembre probablement, ou peut-être 3e semaine de septembre, des débats sous forme de... Enfin, moi j'ai pensé appeler ça duel, ou duo, ou et duo, avec des personnalités que je trouve intéressantes et qui soit partagent, soit, mais avec des nuances toujours forcément, soit combattent mon approche réaliste des relations internationales, voilà, pour qu'on échange sur ce que devrait être, sur leurs pensées, sur leurs idées, et sur ce que pourrait être et devrait être une diplomatie optimale pour notre pays, ses intérêts et son peuple, c'est-à-dire nous tous, les Français. Bon, deuxième point pratique, les questions. Je suis prête à répondre à certaines de vos questions. Je sais qu'au tout début, il y en a eu quelques-unes. Je n'ai pas répondu à toutes, et en tout cas pas spécifiquement. N'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires. Bon, il ne faut pas qu'il y en ait trop, mais je pense que s'il y en a, j'en sélectionnerai 2 par semaine. Voilà, j'essaierai d'aller au bout de tous les commentaires, mais je suis très heureuse que vous en laissiez de nombreux. J'en sélectionnerai 2 et j'y répondrai en début d'émission suivante. Bon. Et puis le 3e point, c'est l'été. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est l'été, mais c'est l'été. Je n'ai pas l'intention de vous abandonner, évidemment. Je n'en ai absolument pas envie. Et j'aurai plaisir à vous retrouver tous les mercredis à 19h, pour peu que j'y arrive logistiquement, que tout se passe bien. Voilà, les émissions se poursuivront dans des conditions juste un peu plus rustiques et peut-être un peu aléatoires. Mais enfin, j'essaierai quand même d'y arriver, que tout ira bien et que je tiendrai notre rendez-vous hebdomadaire, et puis j'espère que vous serez un peu plus indulgents sur les imperfections, le cadre, le son, l'image éventuellement. Voilà. Donc ça, c'était les points pratiques. Alors cette semaine, j'ai plusieurs points qui sont tous un peu liés entre eux, donc vous dire qu'il y en a 3 ou 4, c'est pas forcément très utile. Bon, mon premier point, il porte sur une question qui se pose et qui agite depuis longtemps, mais depuis quelques jours publiquement, les observateurs, les commentateurs, les analystes et bien sûr les responsables politiques européens et occidentaux, et qui suscite divers points de vue. Le sujet, c'est la possibilité qui serait donnée à l'Ukraine de pouvoir frapper le territoire russe pré-2014, c'est-à-dire avant le coup d'État de Maïdan et avant la prise de la Crimée par la Russie. Donc, si vous voulez, la Russie, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, la Russie en elle-même, avec des armements occidentaux qui lui sont fournis, que nous lui fournissons actuellement les uns ou les autres. C'est une question intéressante parce que, comme d'habitude, il y a des réponses spontanées qu'on peut faire, et puis quand même après, il est bon de réfléchir un peu, j'ai pas l'impression que tout le monde le fasse, mais enfin. Alors, première question qu'on peut se poser sur ce sujet, c'est bien sûr la légalité. Est-ce qu'il est légal
pour des fournisseurs, pour les fournisseurs d'armement, qu'ils les donnent ou qu'ils les vendent d'ailleurs à l'Ukraine, d'édicter des restrictions d'emploi, en fait. Bon. Pour l'instant, c'est le cas. Chaque fournisseur de soutien militaire d'armement à l'Ukraine a ses propres restrictions d'emploi. D'ailleurs, le secrétaire général de l'OTAN s'est empressé de dire que s'il s'agissait de l'élever, c'était à chaque État de le faire de son côté. Donc, ces restrictions existent à l'heure actuelle. S'ils changent d'avis, si certains pays changent d'avis pour des raisons politiques, ils doivent les lever spécifiquement chacun. Stoltenberg a aussi rajouté qu'il fallait bien sûr que les cibles soient légitimes. Alors ça, c'était éminemment vague. Qu'est-ce que ça veut dire légitime? Évidemment, surtout qu'en même temps, il a dit que l'OTAN ne voulait pas faire la guerre à la Russie et que, voilà, enfin, si vous voulez, on est dans le en même temps version Alliance Atlantique, mais ça, c'est du grand n'importe quoi, mais ça continue, depuis plus de 2 ans désormais. Bon, deuxième question, la légitimité. Donc, si vous voulez, à la légalité, on peut répondre que oui, il est légal, si les fournisseurs de ces armements le permettent, l'autorisent, si vous voulez, que l'Ukraine puisse s'en servir pour frapper des cibles à l'intérieur, enfin dans la profondeur du territoire russe. Légitimité. Bon, là aussi en théorie, puisque l'Ukraine est attaquée par la Russie. Mais pourquoi a-t-elle été attaquée par la Russie? Pas parce qu'elle l'a attaquée toute seule avec ses petits bras en 2022, pour des raisons qui tiennent à une attitude de l'OTAN qu'il a instrumentalisée délibérément depuis au moins 2014, avec bien sûr ce qui s'est passé à Maïdan, puis avec la mise sur orbite du président Zelensky, son élection, et à partir de 2019, quand il est arrivé au pouvoir, son acceptation de faire la guerre, tout simplement, à la Russie pour le compte de l'OTAN, comme l'a très bien révélé son ancien conseiller spécial, Alexei Arestovitch, c'est jamais son prénom, Alexei Arestovitch, oui. Donc, si vous voulez, on peut dire qu'il serait légitime aujourd'hui que l'Ukraine, dans la situation dans laquelle elle se trouve, utilise tout ce qu'elle a à sa disposition pour frapper la Russie. Le problème, c'est que ce n'est pas la question, en fait, de mon point de vue, parce que la question est ailleurs. La question, c'est celle de l'opportunité de l'emploi. L'Ukraine, ça n'est pas un petit nuage dans un ciel bleu qui existe hors de toute frontière, ou une île, ou je ne sais quoi, une sorte d'archipel perdu au milieu de nulle part, et encore, il appartiendrait forcément à quelqu'un. L'Ukraine, elle est située, c'est un État géographiquement tampon entre les forces de l'OTAN et la Russie. C'est précisément tout le problème de cette guerre. Donc, l'ensemble de ce conflit n'est pas ce que l'on fait mine de croire et d'en dire, c'est-à-dire que c'est l'Ukraine qui se défend contre la Russie qui l'a attaquée. C'est évidemment un conflit, et tout ce qui se passe sur le terrain, aussi bien militaire d'ailleurs que diplomatique, le démontre depuis plus de 2 ans. C'est un conflit entre l'OTAN et la Russie, entre même l'Occident et la Russie. Et bien sûr, parmi les membres de l'OTAN, il y a les Européens, mais les Européens sont eux aussi allègrement instrumentalisés par le clan néoconservateur à Washington. Donc tout ça est assez cousu de fil blanc, et donc la question est celle des conséquences pour ces États fournisseurs, individuellement et même collectivement, de leur emploi par l'Ukraine dans la profondeur du territoire russe des armes qu'ils leur ont données. Et c'est là que ça se gâte, parce que là, on est en pleine déconnexion avec le réel du conflit et le réel des positions des uns et des autres, le réel de la position occidentale. Nous sommes, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs émissions, mais c'est tellement grave et c'est tellement dirimant, en fait, pour toute l'évolution de la situation dans ce conflit, que je ne crains pas de le répéter chaque fois.
nous sommes à la fois furieux, enragés, humiliés, affaiblis bien sûr au plan géostratégique global. Nous avons une tendance à croire qu'il nous suffit de parler pour agir. On est atteint de fatuité aiguë, si vous voulez, et c'est très très occidental. Ça nous fait, bien sûr, c'est l'Amérique, mais les Européens aussi ont ça. On pense encore qu'on est capable, qu'on serait capable de l'emporter militairement sur une Russie qui, elle, est une puissance industrielle, s'est mise en état de guerre, alors que nous sommes des puissances quasiment toutes désindustrialisées par l'Allemagne, mais là maintenant l'Allemagne qui n'a plus de gaz, ça va être compliqué. Donc tout ça conduit nos responsables à réfléchir, si j'ose dire, comme des manches, et à ne pas prendre la mesure véritable du risque qu'ils encourent en cas d'emploi de ces armes pour frapper le territoire russe près 2014, je le répète. Parce que Moscou, et là encore, c'est par arrogance, on n'écoute pas ce que disent les Russes. On ne veut pas le savoir. Et pourtant, c'est extrêmement intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on doit le croire chaque fois, ça ne veut pas dire qu'on doit obéir à ce qu'ils souhaitent, évidemment. Mais il faudrait déjà écouter. Et que dit Moscou ? Qu'il a compris qui était le véritable ennemi, que ce n'est pas l'Ukraine, encore moins le peuple ukrainien, mais que c'est bien l'OTAN qui est en guerre contre la Russie, que les pays fournisseurs sont responsables des attaques qui existent déjà et seront responsables de celles qu'ils pourraient mener plus en profondeur dans le territoire russe, et c'est eux qui en subiront les conséquences précisément sur le territoire ukrainien, mais aussi ailleurs, comme Vladimir Poutine l'a notamment dit, je crois que c'est lui qui l'a dit, concernant la Grande-Bretagne. Vladimir Poutine a aussi dit il y a quelques jours « La Russie surveille de près les déclarations sur les frappes dans la profondeur sur son territoire. L'OTAN doit être consciente de ce avec quoi elle joue. » Je sais pas ce qu'on ne comprend pas dans ce qui est dit là, dans le texte, dans le sous-texte, dans le contexte, dans la connotation, dans la dénotation, enfin... Bon, voilà, il y a quand même des limites à l'ignorance et à l'aveuglement. Enfin, il faut l'espérer. Donc, Poutine sait très bien qu'un grand nombre de frappes actuelles déjà de l'Ukraine sur les oblasts du Donbass et même ce qui a pu atteindre, même les drones qui ont pu atteindre à un moment donné, vous vous souvenez peut-être le Kremlin ou d'autres endroits en Russie même, en Russie d'avant 14 et d'avant 22, il sait très bien que ces frappes ne peuvent pas être permises sans le soutien satellitaire, de ciblage, d'évasion des défenses antiaériennes russes, etc., américains. Rien ne se fait, à vrai dire, d'important, toutes les frappes, HIMARS, tout ça ne peut se faire qu'avec les Global Hawks américains, qu'avec le système satellitaire américain, qu'avec les moyens de l'OTAN, qu'avec même certains personnels de pays de l'OTAN qui sont les servants de ces armements, parce que former les Ukrainiens à ces armements aurait pris trop de temps, parce que... En tout cas, c'est le cas. Donc, si vous voulez, il faut arrêter de... on fait semblant, en fait, on fait semblant d'être idiot, ou on fait semblant de ne pas comprendre. Mais la Russie a aussi dit qu'elle savait parfaitement qu'une partie de ceux que nos pays appellent des mercenaires présents sur le sol ukrainien sont en fait des instructeurs militaires occidentaux qui entretiennent les armes, qui parfois les servent, donc les mettent en œuvre, sont des spécialistes, etc. Donc la guerre que mène la Russie, elle est clairement contre l'OTAN. Elle a pu s'imaginer que ça ne serait pas le cas au tout début du conflit. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que l'opération militaire spéciale au départ était très très petitement dimensionnée en fait. Mais elle a très vite compris ce qu'il attendait et que donc il fallait changer de manière de voir ce conflit. Donc, concernant ces armes pour frapper dans la profondeur russe,
ce sont surtout les Anglais qui sont prêts à le faire. Ils sont déjà sur place avec les systèmes de missiles. D'ailleurs, ça a été avoué déjà, par un certain nombre d'officiels ukrainiens, par d'autres biais, par certains journaux, etc., qui le laissent entendre. Et Poutine a donc déjà dit qu'il se réservait un droit de réplique sur les intérêts britanniques partout dans le monde, pas seulement sur ces gens-là en Ukraine. Or, la Grande-Bretagne, comme la France, ont des bases, des matériels militaires, etc., partout sur la planète. Donc c'est très facile, et je ne vous parle même pas du commerce international, des bateaux, des gens qu'on peut faire agir, que la Russie peut faire agir, les Houthis ou d'autres. La Nouvelle-Calédonie, pourquoi pas. Bref, on a un vrai problème, c'est que notre panique, notre déroute, en fait, qui n'est pas que militaire face à la Russie actuellement, qui est aussi assez mentale, assez psychologique, nous pousse à continuer sur ce toboggan vertigineux et à prendre des mesures et à commencer à discuter de choses tout à fait gravissimes. Bon, il n'est pas impossible qu'on en arrive à autoriser ce type de frappe aux Ukrainiens. Et pour moi, ce serait vraiment extrêmement grave. Ce serait un signal d'escalade très lourd et très aléatoire dans ses conséquences. Le deuxième point, c'est un tout petit point sur la situation militaire et politique en Ukraine, parce que dans ses dernières déclarations, Vladimir Poutine a aussi mis le doigt sur un problème de fond qui reste à régler pour pouvoir enrayer l'escalade, la nôtre. C'est celle de l'absence de légalité depuis le 21 mai et de légitimité en conséquence du régime de Zelensky. Alors, il a parlé de l'article 111 de la Constitution ukrainienne qui dit que les pouvoirs doivent être en fait transférés au président du Parlement si le terme d'une élection arrive et qu'on se trouve en temps de loi martiale. Donc, aux yeux des Russes, aujourd'hui, le seul gouvernement légitime de l'Ukraine, c'est la Verkhovna Rada, donc le Parlement ukrainien, si vous voulez, et son président. Dire cela, c'est évidemment une façon de dire aux Ukrainiens, s'ils l'ont écouté, mais beaucoup l'écoutent, s'ils l'ont écouté, qu'il serait peut-être temps quand même de songer à déposer leur actuel président qui s'accroche au pouvoir et qui le fait à leurs dépens, et notamment en continuant à nourrir à essayer de forcer la mobilisation tout en faisant porter la responsabilité au Parlement. Mais voilà, il est clair que Zelensky n'a plus beaucoup de scrupules et que, comme d'autres sur cette planète, il s'imagine que la guerre le protège de ce qui pourrait bien être son sort d'après. Et il n'hésite pas en fait à envoyer des dizaines de milliers de jeunes gens que nous allons entraîner, n'est-ce pas, à la mort, tout simplement. Voilà, pour rester au pouvoir, pour soi-disant servir une victoire qui devrait venir et qui ne viendra pas. Bon, donc, parce qu'il faut dire que la situation militaire est toujours aussi critique pour l'Ukraine. Les redditions se multiplient, et ce n'est pas les redditions de 2-3 personnes, c'est maintenant 20, 30. Il y a beaucoup de gens, c'est par groupe, si vous voulez, que ça se rend. Alors, l'axe d'effort des Russes vers Kharkov a évidemment déclenché en retour de la part de l'Ukraine l'envoi quand même de plusieurs dizaines de milliers d'hommes sur le front, là, au nord, vers Kharkov. 7 bataillons, dit-on, c'est-à-dire, en gros, parce qu'ils ne sont pas tous complets, et puis ils ont le nom de bataillon, mais ils n'en ont pas forcément le format classique. Donc, en gros, ça va, l'estimation de ce qui a été envoyé, c'est entre 14 000 et 28 000 hommes. Donc, c'est un grand spectre, mais c'est ce qu'on sait pour l'instant, qui font face à beaucoup moins de Russes quand même, à environ 15 000 Russes. Donc, mais pour faire ça, évidemment, l'Ukraine s'est déshabillée sur tout le reste du front. Et il n'y a presque pas de journée aujourd'hui
sans que l'armée russe ne prenne un petit village, une petite ville, quelque part ailleurs sur le front. Donc ça ralentit l'avance russe au nord, mais ça a un coût extrêmement lourd sur la capacité des forces ukrainiennes rémanentes à tenir l'ampleur du front, qui fait plus de 1000 km quand même. Donc on en est là, on est à des pertes très lourdes, entre 1000 et 1500 hommes jour, c'est côté ukrainien. 1000 morts, hein, on parle de 3000 blessés et tués jour à certains endroits. Enfin bref, c'est extrêmement grave ce qui se passe au plan humain et au plan de l'avenir aussi de l'Ukraine, parce que tout ça, c'est les forces vives d'une nation qui sont en train de mourir pour rien. Voilà. Bon, mais enfin, ça ne nous choque pas, manifestement. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de hâter la livraison des armements promis. La Belgique vient de dire, d'abord elle a conclu un accord de sécurité sur le même modèle que celui que nous avons conclu nous-mêmes, quasiment. Hein. Tout ça, ça vient de Washington. Les templates viennent de Washington. Et la Belgique a dit qu'elle fournirait 30 F-16 d'ici 2028 à l'Ukraine. Je n'ai pas le nombre exact d'avions ukrainiens, d'avions belges en tête, de F-16. Enfin, je crois que c'est au moins un tiers, sinon plus, de l'aviation belge. Il y a eu aussi une réunion à distance entre notre ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, et Umerov, son homologue ukrainien, où ils ont parlé de l'imminence d'envoi de 200 instructeurs français qui devraient se rendre en mission d'exploration, n'est-ce pas, et d'études et d'inspection des camps de formation et d'entraînement en Ukraine pour voir ce qu'il y aurait à faire. Voilà, je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de ce qu'on est en train de mettre en place. Alors, l'Élysée, voilà, l'appareil français, pour des raisons électorales et la perspective des européennes, etc., ne veut pas faire peur. Donc, les Ukrainiens ont dû dire que ça allait arriver, les Français ont dit que c'était prochainement, etc. Mais tout ça pour dire que on continue, il n'y a plus de marche arrière, il n'y a plus rien. Voilà, on a la fonction parking, on ne la connaît pas. Hier, notre président, en rentrant du sommet qu'il a eu avec Olaf Scholz en Allemagne, la visite d'État, a dit qu'il trouvait tout à fait légitime de permettre aux forces ukrainiennes de pouvoir taper, de pouvoir neutraliser les points, les bases d'où partaient les missiles les visant. Voilà, donc en Russie. Donc et Poutine lui a répondu, pas lui directement, mais a dit attention aux conséquences extrêmement lourdes et dommageables qu'une telle autorisation pourrait entraîner. Bon, c'est pour ça que j'ai pensé que je pouvais appeler cette présentation « L'OTAN joue à la roulette russe ». Voilà, parce que la casuistique, si vous voulez, sur la notion de co-belligérance, ça a ses limites. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une guerre véritable, frontale avec la Russie? Est-ce qu'on veut la faire pour le compte des Américains, nous aussi? Est-ce qu'on veut la faire avec eux? Se rend-on compte de ce que cela signifie? En quoi la Russie nous menace-t-elle au-delà de ce qu'on raconte? Les Russes ont dit qu'ils n'avaient aucunement l'intention ni de prendre la Pologne, ni les pays baltes, ni d'attaquer l'OTAN, etc. Mais on poursuit toujours ce narratif qui justifie notre escalade sur le thème « si la Russie gagne, c'est l'Europe qui est en danger vital ». Maintenant, on prononce même le mot « vital », existentiel. On fait comme les Russes, on prononce de manière existentielle. Voilà. Donc, on est dans une construction de l'ennemi, une consolidation de l'ennemi
complètement inconsciente, complètement irresponsable, parce que, évidemment, plus on fait ça, plus devient impossible la désescalade, ne serait-ce que verbale, et la désescalade aussi des postures, et la reprise d'un dialogue. On est... et tout ça alors que les Russes sont à l'initiative sur l'ensemble du théâtre et qu'il faudrait au contraire déconflicter, au lieu de juste, comme le préconise évidemment l'Institute for the Study of War, là, cette officine occidentale qui est patronnée par les services occidentaux, notamment britanniques et américains, le proposent, c'est-à-dire ils expliquent qu'ils ont l'offensive partout, donc on doit faire quelque chose parce que nous sommes en grand danger militaire. Les Russes dictent l'intensité, le rythme des opérations, le lieu, etc. Et il faut éliminer le sanctuaire russe. Prononce le mot. Si on veut stopper l'offensive russe à Kharkov, il faut éliminer le sanctuaire russe. Ça veut dire qu'il faut frapper le cœur de la Russie. C'est ça le sanctuaire. Bon. Donc on est vraiment dans une processus d'autoconviction de ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est la folie, c'est le pire. Parce que qu'espère-t-on à la fin? Que Poutine soit plus intelligent que nous, que nous n'avons ni les moyens militaires, ni les moyens humains, ni les moyens industriels et économiques par rapport à une société russe, en plus qui vient de remettre en état de marche, en état d'intégration, si vous voulez, entre les aspects militaro-industriels et les aspects purement économiques, purement civils de l'économie russe. Tout ça est en train d'être intégré en Russie. Chez nous, pas du tout. On parle beaucoup. Mais que fait-on? Nous sommes des sociétés de services. On sait bien à quel niveau de désindustrialisation se trouve la France. Et les États-Unis, c'est la même chose. À force de tout envoyer, d'exporter son inflation et finalement de tout faire ailleurs, on ne sait plus faire grand-chose chez nous. Donc, si vous voulez, ce qui est très paradoxal, c'est que la victoire russe, qui est de plus en plus claire sur le terrain militaire, est une épine dans le pied de la Russie parce qu'elle est trop évidente et elle empêche de déclencher une négociation sérieuse parce que de notre côté, l'humiliation est trop grande. Tout ça pour dire que l'été risque d'être chaud. Et c'est pour ça que je vous parlerai tous les mercredis, pour ne pas vous laisser tout seul. La Russie, de son côté, se prépare clairement à répondre à l'escalade, et s'il le faut, peut-être à escalader elle-même, bien que je ne pense pas que ce soit son souhait. Il va y avoir cette conférence en Suisse au mois de juin, où, paraît-il, même les États-Unis n'iront pas, ce qui est quand même indicatif de la manière dont ils vont refiler la question. Ni le Brésil, ni l'Afrique du Sud, l'Inde, on ne sait pas encore. Bref, c'est une farce. C'est une conférence qui doit porter naturellement sur les desiderata ukrainiens, comme si on pouvait faire la paix tout seul avec soi-même, finalement, à partir de ses propres nécessités et en ne tenant pas compte de l'autre. Donc, si vous voulez, on est dans une... Ça fait penser à un film au ralenti. C'est une escalade au ralenti. Voilà. Et la question, c'est quand va intervenir l'accélération. Bon, mon deuxième point de fond, bien sûr, c'est que il s'est passé quelque chose d'encore beaucoup plus grave. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que, bon, on se rend compte, je pense maintenant quand même en Occident, même chez nous, même dans nos médias qui sont complètement à l'ouest, qui vivent sur une autre planète, quand même on a compris que le vrai conflit n'est définitivement pas celui de la Russie contre l'Ukraine, mais clairement de l'OTAN contre la Russie. Donc l'enjeu, il est très lourd, il est très large, il est global, c'est la reconfiguration d'une grande partie du système international, en fait du système international, et d'une grande partie des équilibres régionaux, ici en Eurasie et vis-à-vis des États-Unis,
Et en fait, cette redéfinition des espaces d'influence, de puissance, c'est le sujet qui est derrière tout cela. Donc c'est un conflit d'amplitude mondiale. C'est pour ça que j'en parle, j'en reparle et j'en reparlerai, même si je veux vous parler d'autres choses aussi. C'est pour ça que je veux faire d'autres émissions. Mais l'Occident veut faire de ce conflit d'amplitude mondiale un jeu, si vous voulez, à somme nulle. C'est-à-dire, il y en a un qui doit périr pour que l'autre survive. Et c'est toute l'erreur, en fait, de l'approche occidentale. Toute l'erreur. Là et ailleurs, d'ailleurs. Mais je suis très inquiète pour une autre raison, et je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup d'analystes et d'observateurs qui le sont depuis 8 jours. Parce que 2 événements ont eu lieu ces derniers jours qui sont extrêmement dangereux et révélateurs, peut-être, j'espère me tromper, d'une stratégie américaine jusqu'au boutiste, et de l'OTAN d'ailleurs, qui deviendrait ici le proxy de 3e rang, si vous voulez, des États-Unis, après l'Ukraine bien sûr, et après nous, les Européens. Et tout cela rendrait la situation hautement inflammable. Que s'est-il passé ? Alors évidemment, on n'en parle nulle part, vous n'êtes pas au courant, ça ne fait pas la une des journaux, ni la 2, ni la 3, ça ne fait rien parce que je pense que les gens les moins férus de géopolitique comprendraient la dangerosité de ce qui est en train de se passer. L'Ukraine vient d'attaquer avec des drones kamikazes, qui sont des drones de fabrication britannico-portugaise, et donc c'est des drones qu'on appelle AR-3, vient d'endommager 2 radars stratégiques russes de détection et d'alerte précoce à longue portée de missiles balistiques intercontinentaux. Donc il y a eu 2 attaques, une le 23, une le 28 mai. Le 23, l'Ukraine a attaqué un radar russe de détection précoce à Baronovski, près d'Armavir, dans la région de Krasnodar. C'est au sud-ouest de la Russie, mais c'est à 600 km du front. Vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus. C'est donc la cible, c'était un radar, pas n'importe quel radar, hein, un radar d'alerte précoce, transhorizon, on l'appelle transhorizon, qui repère des cibles à très longue distance, à 3000 km, jusqu'à 100 km de hauteur et avec un angle de vue de 240 degrés. Donc la destruction de ce nœud radar particulier, on peut se dire mais à quoi ça sert exactement à l'Ukraine en raison de sa couverture. Il faut savoir que ce radar-là est orienté vers la Méditerranée et le Moyen-Orient, donc potentiellement capable de détecter les missiles balistiques ukrainiens tirés par l'Ukraine vers la Crimée. Et puis le 28, c'est-à-dire hier, il y a eu une 2e attaque. Si vous voulez, une fois, ça peut être, si j'ose dire, il faut rire un peu, ça peut être une blague. 2 fois, c'est une pattern, c'est une structure. Il y a quelque chose, il y a une volonté derrière. Donc, le 28, 2e attaque sur un radar de même type à 1800 km du front, cette fois-ci. Pas 600, 1800, à Orsk, dans l'oblast d'Orenbourg, au sud des monts Oural, près de la frontière du Kazakhstan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces radars ne sont pas n'importe quel radar. La Russie n'en a que 10 comme ça. Donc là, il y en a 2 qui sont ciblés, endommagés. On ne connaît pas la nature, l'ampleur des dommages exacts. Il paraîtrait qu'il y avait peut-être eu une première tentative avant déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces radars sont des éléments centraux du système de défense nucléaire de la Russie contre les attaques éventuelles des missiles de l'OTAN. Donc, ça pose des questions. Il faut interpréter ces attaques. D'abord, pour bien les interpréter, il faut comprendre que ces attaques auraient été impossibles pour l'Ukraine toute seule, évidemment. Elle n'est pas capable de le faire. Donc, elle l'a fait à l'aide des moyens satellitaires de l'OTAN, des États-Unis,
comme elle le fait d'ailleurs sur toutes les frappes, hein, sur une grande partie des frappes, même de drones, mais évidemment de missiles. Voilà, elle a des avions Global Hawk qui sont des avions de reconnaissance, elle a l'aide du système satellitaire pour le ciblage. Il s'agit les défenses aériennes russes sont très bonnes, donc vous voyez bien quand quelque chose pénètre le système, ça s'est pas fait comme ça parce qu'on est l'Ukraine. Non pas que l'Ukraine n'ait pas des capacités, mais enfin, toutes ces capacités-là, et plus encore à cette portée-là du front, à cette distance-là du front, tout cela ne peut se faire qu'avec l'aide, le soutien de l'OTAN et des États-Unis. C'est pas rien de le dire. Ça veut donc dire que c'est une attaque de l'OTAN, en fait, sous faux drapeau, d'une certaine façon. Le faux drapeau, c'est l'Ukraine, mais derrière, c'est l'OTAN. Sur le système russe d'alerte précoce et de protection du bouclier nucléaire russe. Je ne sais pas si on mesure ce que ça veut dire. Imaginez la même chose sur le bouclier nucléaire américain. Ce qui se passerait. Hein. Donc, une telle attaque doublée, c'est un motif tout à fait suffisant pour déclencher une riposte nucléaire de la part de la Russie. Parce qu'en fait, là, l'OTAN, via l'Ukraine, désactive petit à petit les composants du bouclier nucléaire russe, c'est-à-dire les composants de la défense ultime de la nation et du territoire russe. Ils ont essayé d'attaquer des bases les bases des porte-avions portant les armes nucléaires stratégiques, et maintenant, ils attaquent les éléments d'alerte précoce en cas d'attaque nucléaire. Donc voilà, des attaques comme ça peut paralyser la capacité de la Russie à répondre à une menace nucléaire, à une attaque nucléaire venant de l'OTAN ou des États-Unis. Et donc, ça déclenche, dans la doctrine d'emploi russe du nucléaire, ça déclenche le paragraphe 19C de cette doctrine. Je vous en ai parlé dans les premières émissions, je crois bien. Qui stipule ce qui suit. Alors là, je lis, comme ça c'est bien précis. Attaque par un adversaire, donc dans quel cas de figure la Russie se donne-t-elle le droit de répondre nucléairement? Le cas de figure suivant, parmi d'autres, attaque par un adversaire contre des sites gouvernementaux ou militaires critiques de la Fédération de Russie, dont la perturbation compromettrait les actions de riposte des forces nucléaires. Voilà, on y est, hein, c'est exactement ce qui se produit. Donc la question qu'on se pose, c'est comment c'est possible de faire une telle folie? Qui peut imaginer ça? Et qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on espère? Et quelles sont les élucubrations, les anticipations, les conjectures faites par ceux qui ont autorisé ces frappes et permis ces frappes? Quel est l'objectif de l'OTAN, finalement, et des États-Unis derrière? Donc, il y a plusieurs scénarios. Le premier, c'est augmenter simplement le coût de la guerre pour la Russie, la faire souffrir, la faire saigner, comme ils disent, etc. Ça paraît totalement inconscient. Le niveau de risque pris par rapport à un tel objectif paraît fou. Deuxième scénario possible, ça peut être une tentative délibérée d'élimination en amont de certains éléments du bouclier nucléaire russe pour préparer une attaque nucléaire en premier des États-Unis sur la Russie. Ce que je vous dis est grave, hein, mais évidemment, on ne peut pas exclure ce scénario. Encore une fois, imaginons que ce soit la Russie qui ait fait ça via un autre État sur les éléments du bouclier nucléaire américain. Les stratèges américains devraient envisager ce cas de figure. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous affaiblir pour pouvoir nous attaquer nucléairement en premier? La doctrine nucléaire américaine le permet. Bon, voilà, ça c'est le deuxième scénario. Et le troisième, c'est que les États-Unis
veulent provoquer une riposte nucléaire tactique russe, donc en Ukraine, tactique au sens de en Ukraine, courte portée, qui puisse justifier l'entrée, à un moment donné, de forces de pays de l'OTAN sur le territoire ukrainien. C'est donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un false flag, une attaque sous faux drapeau, si vous voulez, c'est l'Ukraine qui tape, avec les moyens OTAN, donc en fait c'est l'OTAN qui tape derrière, et c'est donc les États-Unis qui tapent derrière. C'est un coup de semonce, c'est pas un coup de semonce, c'est une escalade pour provoquer un coup de semonce tactique russe en riposte et mettre la Russie dans une situation extrêmement difficile. Parce que se passe-t-il alors? D'abord, que se passe-t-il avec le soutien de la Chine? Parce que je pense que le partenariat stratégique russo-chinois est très puissant, est très fort, est très actif. Contrairement à ce qu'on dit, ça ne sert à rien d'essayer de le dégrader. Bon. Mais si demain la Russie frappait nucléairement, même tactiquement, en Ukraine, que dirait la Chine? Même si elle comprend, si elle comprend que c'est une attaque sous faux drapeau, que l'attaque de ces radars par les Ukrainiens est une provocation délibérée, que la Russie ne peut pas ne pas répondre, etc., etc., etc. Voilà. Donc peut-être que les Américains se disent, mais voilà le moyen de découpler, comme ils disent, decoupling, hein, ils veulent le decoupling entre la Chine et la Russie. Donc peut-être que c'est ça le moyen. On va forcer les Russes à faire une chose que les Chinois ne supporteront pas, n'accepteront pas, et qui tendra les relations avec Moscou, de Pékin, avec Moscou, et qui peut-être nous donnera plus de latitude de manœuvre. Donc on nage en pleine... enfin, ça paraît de la science-fiction, mais bon, les néocons sont tout à fait capables de prendre un tel risque. Ils sont tellement infatués, ils ne croient peut-être pas que la Russie osera répliquer nucléairement et que finalement, on peut toujours essayer parce qu'on a tout à gagner à aller vers ce type de petite escalade. Donc, si vous voulez, c'est toujours le problème, il y a un mélange de sous-estimation de l'ennemi et de surestimation de ses propres capacités. Et puis enfin, dernier scénario, Vladimir Poutine ne réagit pas, et là, c'est une défaite politique lourde pour lui, qui pourrait mener, là aussi, un autre rêve fou américain, un régime change possible en Russie, si le peuple russe, qui finalement le soutient tellement, se rend compte qu'il n'a pas la force ou la puissance de le protéger face à de telles agressions, de telles provocations ukrainiennes, on peut imaginer que ça déclencherait, je ne sais quoi, moi, des troubles, des manifestations. Bon. Alors, par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Kiev là-dedans, qui certes n'est pas, comment dirais-je, décisif, enfin décisionnel, premier décisionnel, si vous voulez, mais on peut aussi penser que les Ukrainiens, dans la situation militaire qui est la leur aujourd'hui, peuvent se dire, si on arrive à affaiblir suffisamment ses capacités de riposte et à faire douter en fait les Russes, à un moment donné, ils ne vont pas pouvoir répondre, sauf à faire une frappe finalement inacceptable, avec des dommages inacceptables, notamment humains. Et donc, nous, on peut en profiter pour mettre notre va-tout, mettre tout ce qui nous reste dans la balance et essayer de renverser la vapeur. Voilà, ça, bon. Donc, tout ce que je vous raconte là, ça m'étonnerait que vous en ayez pas déjà entendu parler, sauf peut-être les plus informés d'entre vous, mais enfin quand même, il faut que vous ayez conscience qu'en fait, on joue avec nos vies à tous, là. On est là, on va qu'à nos petites occupations, à nos petites existences, mais enfin... il se passe des choses quand même totalement ahurissantes. L'Ukraine, finalement, est en train de procéder au lent désarmement, enfin la tentative de neutralisation de la triade nucléaire russe pour le compte de l'OTAN. Et c'est une position extrêmement dangereuse sur le plan existentiel pour la Russie. Donc, elle est dans son droit, Moscou est dans son droit doctrinal
de répondre par l'utilisation d'armes nucléaires, mais l'Ukraine ne fait que commencer son escalade. Donc on est vraiment à un carrefour, si vous voulez. L'Ukraine est en pleine déroute militaire, elle peut piquer la Russie au vif grâce aux moyens de l'OTAN, sans que d'ailleurs la Russie ne soit capable de neutraliser toutes les menaces de manière fiable. On le voit avec les ATACMS, il y en a certains qui malgré tout ont franchi certaines lignes, certaines défenses antiaériennes qu'ils n'auraient pas dû franchir. Les Russes ont une énorme supériorité, ont développé une énorme supériorité en matière de guerre électronique, de brouillage, etc. Mais ça n'est pas, comment dirais-je, ça n'est pas sans petits interstices de vulnérabilité. Et l'Ukraine se dit peut-être, si je touche des cibles extrêmement sensibles, ça va placer le commandement russe à la croisée des chemins et peut-être le mettre en état de vouloir négocier. Dieu sait ce que les Ukrainiens pensent. Après, ils pensent peut-être aussi que s'ils obtiennent un feu vert pour utiliser des ATACMS et des Storm Shadows, des Taurus sur le sol russe, bon, même si les Allemands, pour l'instant, ne sont pas encore d'accord, à ma connaissance, pour envoyer des Taurus, mais bon. Elle peut frapper le sol russe, elle peut frapper la Crimée, ce qu'elle a déjà fait, puisqu'elle considère que ce n'est pas un territoire russe jusqu'à présent, et elle peut espérer faire tout basculer, si vous voulez. Il ne faut pas sous-estimer, vous savez, la manière dont on se conforte dans ses illusions, et on se dit, après tout, tout n'est peut-être pas perdu, jouons notre va-tout, allons-y, parce qu'il faut bien comprendre que l'Ukraine est entrée dans une phase assez asymétrique. Il y a une telle asymétrie que j'explique, moi, depuis des mois, en étant sans arrêt critiquée, mais enfin, il y a une telle asymétrie mathématique, en termes d'hommes, en termes d'équipement, en fait, l'Ukraine doit changer de niveau, changer de mode d'action. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de frappes sur les civils. De toute façon, elle n'a pas de budget, ni pour recruter, elle n'a pas la capacité de recruter autant d'hommes qu'il lui en faudrait, ni d'avoir tous les armements qu'il lui faudrait, etc., etc. Donc, il vaut mieux employer ce qui lui reste à une guerre asymétrique plutôt que de chercher à renverser un rapport de force global sur l'ensemble du front d'une manière plus conventionnelle, on va dire. Alors évidemment, ça ne modifie pas les calculs de l'armée russe sur le terrain et ça n'endommage pas vraiment l'armée russe. Mais l'achat de drones, l'emploi d'armes à longue portée, c'est capable au moins de secouer psychologiquement et de secouer même militairement l'ennemi russe. Voilà, donc l'asymétrie a du bon de ce point de vue-là. Et je pense, il n'est pas du tout impossible que le président Zelensky soit prêt à risquer un incident nucléaire. Voilà, il utilise déjà des munitions à uranium appauvri sur son propre territoire, hein, qui lui sont fournies par les Occidentaux. Donc, je ne pense pas que ça lui fasse peur, en fait, une frappe nucléaire tactique, surtout qu'il sait bien que si la Russie faisait cela, elle ne fera pas cela sur des zones, sur des villes civiles, les villes ukrainiennes qui sont situées dans les lignes arrières. Là, ça ferait très mal, évidemment, mais les Russes n'utiliseront pas d'ogives nucléaires là, à cet endroit-là. Donc, et pour le reste, les forces ukrainiennes sont suffisamment dispersées. Elles ne sont concentrées qu'au niveau des villes. Pour le reste, elles sont très dispersées. Donc, en fait, il n'y aura pas des pertes particulièrement élevées en hommes ou en matériel. La seule chose, en fait, qui pourrait être un objectif militaire d'intérêt côté russe pour une frappe nucléaire tactique, c'est les aérodromes ukrainiens, c'est-à-dire dévaster tous les grands terrains d'aviation, les rendre inutilisables pour les F-16, et pour ce qui reste de la flotte aérienne, bien sûr.
Donc voilà, mais ça veut dire que la Russie quand même entre elle-même dans l'escalade. D'une certaine façon. Alors elle peut aussi entrer dans l'escalade autrement. Elle peut entrer dans l'escalade en restreignant les vols de surveillance de l'OTAN, en menaçant d'abattre les drones qui survolent la mer Noire, ce qu'elle ne fait pas. Étonnamment, bon, étant donné que les États-Unis, mais à ce moment-là, c'est ça, si vous voulez, quand on réfléchit à une escalade, on essaie de réfléchir comment réfléchit l'autre et comment il peut réagir. Mais si la Russie faisait cela, c'est-à-dire des actions concrètes, efficaces, efficientes en termes militaires qui gênent les États-Unis, qui n'ont aucun moyen réel de réagir militairement à ce type d'action, menacer d'abattre les drones au-dessus de la mer Noire, restreindre les vols de surveillance de l'OTAN, enfin aller aussi plus au choc que la Russie ne le fait jusqu'à présent, eh bien, que se passerait-il? Les États-Unis n'ont pas les moyens de réagir, les drones de l'OTAN seraient abattus, ce serait une humiliation considérable, impuissance américaine, l'OTAN ne dispose pas d'infrastructures ou de la présence nécessaire en mer Noire pour lancer des actions de représailles convaincantes, et donc ça crisperait encore plus la situation géopolitique. Et donc la question c'est, la Russie veut-elle de l'escalade? Moi je pense que non. Je pense que la Russie, elle veut poursuivre sa guerre d'attrition, elle veut poursuivre ses objectifs initiaux, elle veut poursuivre elle veut en fait que les livraisons à l'Ukraine se poursuivent, les livraisons d'armements occidentaux se poursuivent, sans que ça n'attaque bien sûr la profondeur de son territoire, pour qu'elle puisse les détruire comme elle le fait depuis 2 ans, et que ça affaiblisse en fait l'OTAN, puisqu'elle a bien compris que c'était l'OTAN son ennemi. Voilà, donc nous sommes dans un toboggan dangereux où chacun doit bien estimer ce que peut penser l'autre, quels peuvent être ses calculs rationnels, quelle est la réalité de ses moyens, et c'est là que le bas blesse. Je ne sais pas si les Russes estiment clairement la réalité des moyens occidentaux, mais je suis à peu près sûre que les Occidentaux, que nous n'avons pas une bonne estimation des capacités russes dans tout domaine. Et ça, c'est parce que nous sommes littéralement embués, aveuglés par notre haine et par notre mépris aussi, notre façon de mépriser ce que fait la Russie, de vouloir toujours expliquer qu'elle n'y arrive pas, etc., etc., etc. On ferait mieux de regarder un peu la réalité du rapport de force et les dangers. Bon. Où tout cela va-t-il nous mener? Poutine veut-il négocier? Alors, il a dit qu'il était ouvert à des négociations. Mais évidemment, il a expliqué que c'était... Enfin, ce qui allait se passer en Suisse en juin était je ne sais plus ce qui a été dit, je pense, par Maria Zakharova. Elle a dit c'est de la science-fiction, enfin, c'est quelque chose qui n'a ni queue ni tête, parce que, évidemment, faire une conférence de paix sans la partie principale au conflit, sans l'une des parties principales au conflit, c'est quand même très compliqué. Donc, Vladimir Poutine, lui, a toujours dit qu'il voulait négocier, mais sur des bases du rapport de force militaire réel et des préoccupations sécuritaires de toutes les parties. Il a déclaré que tout pour parler, ça il l'a déclaré dans un récent sommet très intéressant en Biélorussie, où il est arrivé entouré du nouveau ministre de la Défense et aussi de Sergueï Lavrov. Là, il a déclaré que tout pour parler devait être conforme au bon sens, ce qui veut dire que la Russie va évidemment, concrètement, conserver les territoires qu'elle a déjà capturés, qu'il faut prendre en compte ses intérêts sécuritaires, voilà, que ces objectifs sont légitimes, toujours les mêmes, dénazification, neutralité, démilitarisation de l'Ukraine, etc.
Donc en gros, lors de ce sommet là, de la semaine dernière, il a réaffirmé que la Russie sera ouverte à des pourparlers sur ces bases-là, et évidemment avec quelqu'un d'autre que Zelensky qui n'est plus légitime. Hein, qui n'est plus légitime. D'ailleurs, selon certaines rumeurs, l'ancien président ukrainien, Yanukovych, celui de l'époque de Maïdan, aurait été amené au sommet en Biélorussie. Alors je ne sais pas s'il a rencontré Poutine, parce que je crois qu'il ne se voit pas. Mais c'était l'idée de dire, ben voilà, nous on a l'ancien président, après tout il ferait aussi bien l'affaire, il n'est pas plus légitime ni moins légitime que Zelensky, qui se maintient aujourd'hui au pouvoir de façon indue, et qui est donc voilà, sur un pied d'égalité avec Yanukovych. Et le Yanukovych, ben, il peut aussi proposer des élections, des pourparlers de paix sérieux, il peut constituer une alternative. Bon, moi, je le vois difficilement, mais on ne sait jamais. Il peut proposer aux Ukrainiens la paix, des négociations, la création d'une fédération à partir de l'Ukraine, de l'argent, de la fédération de Russie, en échange des territoires perdus, etc., etc., faire des référendums. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées. On a aussi évoqué une chose qui inquiète beaucoup les Ukrainiens, c'est évidemment un nouveau front à partir de la Biélorussie. Voilà, les commentateurs sur ce sommet ne sont pas tous d'accord. L'ancien conseiller, qui dit beaucoup de choses justes quand même, l'ancien conseiller de Zelensky a dit que en fait c'était surtout une opération de communication, c'était pour préparer une bonne position, en fait une position favorable pour la Russie en amont de négociations éventuelles, mais que tout ça n'était pas gagné du tout, que certes le plan de Zelensky, le plan de paix de Zelensky n'avait aucune chance de se réaliser, que les grands avaient leur propre plan et qu'ils le suivraient, et que d'ailleurs, que ce soit le chinois ou que ce soit l'américain, ne voulait pas en fait de ce plan de paix Zelensky. Voilà, bon, il a aussi dit d'autres choses sur le fait que la Russie n'aurait de toute façon pas les forces, les soldats disponibles pour un second front avec la Biélorussie. Bon, ça semble un peu bizarre. Moi, je crois que la Russie est en phase de grand renforcement. Elle est en train de nettoyer non seulement la structure de son état-major en écartant tous les gens pour corruption ou incompétence. Et là, il y a une vraie purge qui est en train de se faire. C'est pas terminé d'ailleurs. Bon, vous me direz que c'est bien tard, mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Par ailleurs, la nomination de Belousov au poste de ministre de la Défense en charge surtout de l'intégration de l'économie de guerre dans l'économie civile, parce qu'en fait, Shoigu conserve la haute main sur beaucoup de choses concernant l'organisation des forces et même les questions du complexe militaro-industriel en lui-même. Mais Belousov est là pour faire en sorte finalement que l'économie russe marche sur ses deux jambes, même si l'une de ses jambes est militaire désormais, et donc puisse tenir la distance dans le temps d'un affrontement avec l'OTAN, quelles qu'en soient les modalités. Et ça, c'est quand même pas des signes de faiblesse. C'est pas parce qu'on se sépare de quelques généraux corrompus, pourris, etc., qu'on n'est pas capable d'ouvrir un second front avec la Biélorussie, ou qu'on n'est pas capable de maintenir un rythme soutenu d'opérations militaires. Je pense que c'est deux choses différentes. Je pense que voilà, Poutine voulait faire cette purge anticorruption, mais ça marque surtout une nouvelle ère et un nouveau sérieux, d'une certaine façon, de la part de Vladimir Poutine, dans l'assainissement des forces armées et des dirigeants du pays au sens général. Parce que c'est vrai que dans les années 2000, avant je n'en parle même pas, mais même encore dans les années 2000, la corruption dans les rangs de l'armée russe était de rigueur.
pas forcément énorme, mais enfin très très courante. Très très courante, les pots de vin, voilà. Donc, moi je pense que surtout en faisant venir le Yanukovych, etc., la Russie continue de préparer le terrain pour démontrer l'illégitimité de Zelensky. Et d'ailleurs, le président biélorusse, dans ce sommet très intéressant, a déclaré que beaucoup de choses allaient se passer cette année et qu'il y avait quand même beaucoup de gens en Ukraine, dans l'armée comme dans le gouvernement, qui aimeraient prendre la position de leader politique. Donc, voilà, est-ce qu'il va y avoir un coup d'État militaire? Est-ce que Zelensky va être déposé? Bon, c'est une situation intéressante. C'est une situation intéressante. Voilà, je voulais vous parler, bien sûr, d'autres points, mais je pense que j'ai déjà été très longue. Je voulais aussi parler du Moyen-Orient, où rien ne s'arrange et tout devient de plus en plus terrifiant, avec ce qui se passe notamment à Rafah, avec les attaques avec des armes américaines sur des camps de réfugiés, où on a dit aux gens d'aller se réfugier, avec, je crois, une quarantaine de morts, puis une autre vingtaine, puis je crois une autre attaque encore aujourd'hui. Il y a la reconnaissance de l'État palestinien par l'Irlande, par la Norvège et par l'Espagne. Ça, c'est très important aussi. Il y a la déclaration de notre président qui a dit qu'il était favorable à la reconnaissance d'un État palestinien, mais pas dans l'urgence, de manière utile, dit-il, c'est-à-dire voilà, au moment où ça pourra déboucher sur des négociations, quelque chose. On peut comprendre cette position d'un point de vue interne, si vous voulez. Oui, c'est vrai que ça aurait d'autant plus de poids si c'était mis dans la balance d'une négociation véritable, mais on est tellement loin d'une telle négociation et on est tellement au cœur d'un drame humain d'une ampleur inédite pour nos temps contemporains que voilà, ça aurait aussi du sens, d'une certaine façon, de reconnaître la légitimité d'un État palestinien au stade actuel. Quoi qu'il en soit, toutes les autorités internationales appellent à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à l'ouverture de postes frontières. Enfin, c'est la situation pour les populations civiles est inimaginable, de violence et d'injustice, il faut quand même le dire. Quant aux résultats militaires, justement, ils ne sont pas du tout, à mon avis, enfin d'après ce qu'on peut comprendre, d'après ce que je peux savoir, ils ne sont pas du tout, comment dirais-je, ceux attendus ou espérés par Israël. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça justifierait de tels dommages sur des populations civiles, mais il n'y a même pas, a priori, de véritable capacité d'Israël à réduire, à éradiquer totalement, comme ils l'ont dit, comme ils l'ont prétendu, le Hamas. On dit au contraire qu'au nord, la situation se dégrade de nouveau, au nord de la bande de Gaza. Donc on est vraiment dans une impasse, et je crois qu'il faut une once d'humanité, en fait, pour commencer par arrêter ce massacre inutile et essayer de trouver des solutions concrètes et les moins injustes possibles d'un côté comme de l'autre. Voilà, je termine là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir écouté longtemps d'ailleurs. Je pense que ça a duré assez longtemps, trop longtemps. Je voulais faire une émission plus courte, mais bon, que la dernière fois. Et puis, likez, partagez, soutenez-nous, enfin, comme d'habitude. Et je vous retrouve mercredi prochain. J'espère que je pourrai parler d'autre chose que de l'Ukraine.
Mais c'est quand même impossible de ne pas donner ces informations parce qu'elles nous concernent tous malgré tout. Voilà, de près ou de loin et de plus en plus près, je dois dire. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.